Des taux records de succès aux différents examens scolaires, c'est une première cette année au Bénin. Tous les acteurs de l'éducation s'en félicitent, mais et après, surtout pour les nouveaux bacheliers, nos universités publiques sont-elles aptes à les accueillir tous? Si oui, pour quelle formation? Ce sont autant de questions autour desquelles, entre journalistes, nous ferons le débat en décryptage. Le dossier de la semaine va s'intéresser aux carburants toxiques servis à la pompe aux usagers. Le gouvernement dit stop et siffle la fin de la récréation. Mais d'où proviennent ces carburants? Quels sont les impacts socio-économiques de cette décision et comment s'assurer de son suivi? Clément Cottan est notre invité. Il nous en dira davantage dans cette émission. Mais avant, vous auriez suivi la revue de presse économique de la semaine et le mini-journal que nous présente Estelle Espérance Oropazo. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. C'est la période des vacances pour les apprenants, c'est des moments de détente. Et pour agrémenter ces moments, l'association Vacances Foot a organisé des séances d'initiation au foot à l'intention des enfants, surtout ceux qui désirent faire leur premier pas dans cette discipline sportive. Daniel Ada et Lazare Migan ont suivi l'une des séances. Voici leur reportage. Ce sont des enfants de moins de 12 ans sur cette terre ferme du stade Mathieu Kérékou. Ils sont en apprentissage pour les activités des vacances. Il s'agit de la deuxième édition de Vacances Foot pour enfants. Un événement sportif qui occupe les enfants pendant cette période. Nous avons constaté que pendant les vacances, les enfants se pavent dans les vents. Ils n'ont pas une activité de distraction. Et cela amène à ce qu'ils fassent des mauvaises fréquentations. Pour corriger cela, nous avons proposé aux parents de nous confier ces enfants qui sont en vacances, qui aimeraient avoir une plateforme de distraction. Et nous, notre plateforme ici, c'est le football. Donc, nous, c'est un programme qui nous permet de révéler le talent de ces enfants, de les propulser à l'échelle nationale et internationale. Ici, les enfants sont initiés aux techniques basiques du football. La formation de base, c'est basé sur le technique et les touches de balle. Donc quand on dit technique, globalement les touches de balle et les jeux dirigés surtout. Comment être discipliné même à la maison, même sur le terrain, même avec nos adversaires, comment être discipliné, c'est important pour les enfants. Sous la supervision du coach, les enfants font des exercices pratiques pour apprendre les bribes du jeu. En plusieurs équipes, les gamins jouent à un mini-tournoi. Ici, on peut apprendre à prévoir l'avenir de demain pour la relève de notre pays. On essaie de faire des séances, des ateliers pour pouvoir mieux assimiler les techniques de base. Depuis que je suis là, j'apprends les conduites de balle, les passes et j'apprends aussi à faire des tirs. J'apprends à écouter mes camarades. Je ressemblais au joueur Cristiano Ronaldo. Cet espace de divertissement leur permettra à coup sûr de passer de bons moments en cultivant l'intégration sociale pour une vie prospère. Elles sont présentes dans les marchés, pas pour vendre, mais pour aider à débarrasser les poissons de leurs écailles. Elles facilitent la tâche à ceux qui viennent acheter du poisson, mais surtout gagnent leur vie puisqu'elles le font en échange d'une rémunération. Dans ce reportage que vous allez suivre, Arnaud Adadia nous emmène dans le quotidien de ces femmes. Plusieurs années déjà que Dame Gisèle a choisi l'activité d'écailleuse de poissons après avoir laissé les cours. Moi, j'ai commencé à nettoyer le poisson. Ça fait un peu, c'est parce que ma maman qui nettoie le poisson.
Et lorsque moi-même j'ai terminé les études, j'ai déposé les dossiers par-ci, par-là, et je n'ai pas trouvé aucun boulot. Je suis obligée d'aider ma maman. Comme elle, beaucoup de femmes pratiquent l'activité dans les marchés et au port de pêche de Cotonou. Oui, FIFA. Écailler le poisson, c'est mieux que vadrouiller ou dérober quelque chose. Même si les clients ne payent pas bien et que nous souffrons beaucoup. Pour attirer le client, tu lui souhaites la bienvenue, tu dis Kabo et c'est à celui qui te répond également Kabo que tu peux écailler les poissons. Au quotidien, ces femmes doivent frapper fort le poisson lorsque c'est congelé pour le débarrasser de son enveloppe jetable. À l'aide des cailleurs, de petits coupe-coupes et des instruments ici présentés, les écailleuses nettoient docteur, mulet, tilapia, carangue et même au-delà, pâtes de bœuf, volailles diverses et crabes. L'activité soulage les femmes au foyer, comme le témoigne ici ce client. Lorsque vous achetez le poisson et que vous devez l'amener comme ça à la maison, c'est difficile à nos épouses de les écailler, tout ça là. Donc quand vous faites ça ici, les gens, les bonnes dames ne sont pas très chères. Le soulagement qu'apportent les écailleuses est aussi ressenti chez les cuisiniers. On les laisse faire ici parce qu'elles ont les moyens de le faire correctement. Si elles font correctement avec nous. Donc on vient, on les paye, elles font ça. Ça nous permet d'aller plus vite là-bas pour travailler. Une activité lucrative non sans peine qui a bénéficié de quelques appuis dans le passé au port de pêche en l'occurrence. Le fait qu'elles aient déjà commencé, ça leur permet d'accéder à certaines subventions de certaines institutions internationales comme le PADPA qui leur amène de temps en temps des subventions en leur donnant des bassines, des couteaux, des tables et tout ça là, pour leur permettre de mieux faire leur travail. Avec 100 francs par kilogramme de poisson écaillé, les chiffres d'affaires n'arrivent pas toujours à couvrir les charges de piqûres, de blessures ou de courbatures qu'engendre l'activité de ces femmes qui proviennent pour la plupart du temps de Hévier et d'autres périphéries de Cotonou. Moi, j'ai quitté Maria Gleta. Depuis le matin, pas un seul client. À cette allure, nous risquons de terminer notre argent dans le Zéma. Des solutions aux problèmes de soins et d'installation à ces femmes qui n'ont que cette seule activité, de quelle direction doit-on espérer le Messie? Venons-en maintenant à l'opération de reconstitution d'actes de naissance sans souche. Démarrée le 2 juillet 2019 sur toute l'étendue du territoire national, elle a pris fin le 17 juillet dernier. Le gouvernement béninois entend ainsi enregistrer les personnes détentrices d'actes de naissance dont les souches ont été détruites ou altérées. Samson Thiomon et Lazare Migan se sont rendus dans quelques arrondissements de Cotonou pour le constat. Ces hommes et femmes alignés, récépissèrent soigneusement en main, attendant de se faire enrôler. Il s'agit ici, dans le 12e arrondissement de Cotonou, de l'opération de reconstitution d'actes de naissance sans souche. L'opération se déroule dans tous les arrondissements, mais quel que soit votre arrondissement de provenance, vous pouvez faire ça où vous êtes, où vous vous retrouvez. Nous avons constaté depuis ce jour, depuis le 2 juillet, nous avons constaté une grande affluence au niveau de notre arrondissement. À ce jour, nous sommes à 2528 enregistrés. C'est la preuve qu'il y a eu d'engouement pour la population. Globalement, aujourd'hui, on peut se satisfaire des résultats auxquels, parce que après seulement une semaine, nous avons déjà dépassé la barre de 100 000 personnes enrôlées sur l'ensemble du territoire.
Ils ont pour la plupart perdu la souche de leur acte de naissance au cours de diverses situations et ne veulent pour rien au monde rater cette aubaine. La souche, ça nous a toujours bloqués. Donc, c'est une occasion qu'il ne faut jamais rater. Donc, il faut en profiter au maximum. Je ne sais pas si je vais passer aujourd'hui. Vu le nombre que nous sommes là, je ne sais pas si on sera parmi les derniers. Si le gouvernement peut prolonger un peu, ça nous fera plaisir. Nous sommes des Béninois sans papier et c'est dangereux. Je crois que c'est le strict minimum qu'il fallait avoir, qu'il est en train de nous aider à avoir maintenant. 15 jours durant, les populations se sont faites enrôler. Et pourtant, agents recenseurs et autorités déplorent la courte durée de l'opération. Souhaiter que les organisateurs prolongent le jour de l'enrôlement. Sinon, avec 2 semaines qu'ils ont données, on ne pourra pas s'en sortir. Il y a pas mal de gens qui sont encore là. Et je suis sûr qu'on ne pourra pas enregistrer tout le monde aujourd'hui. Notre souhait serait que le gouvernement puisse proroger la date pour que les autres qui ne sont pas encore venus et qui vont probablement venir après puissent se faire enrôler. S'ils peuvent sortir massivement et faire comme les autres, ça serait vraiment pour être réellement dans le délai, puisque nous finissons rigoureusement le 17. L'opération de reconstitution d'actes de naissance sans souche impacte 2 500 000 Béninois. Elle concerne uniquement ceux dont les souches ont des problèmes et ceux qui n'en ont pas du tout, mais ont été enregistrés lors du RAVIP. Fin du mini-journal. Merci de l'avoir suivi et gardez votre position pour la suite de Wikeko. Merci à vous Estelle Pazou pour la suite de Wikeko. On va retrouver Patrick Adjagodjou qui a scruté les journaux de la semaine pour vous, chers téléspectateurs. Quelles informations économiques ont-ils relayées dans leur colonne? Eh bien, suivons ensemble cette revue hebdomadaire. Mesdames, Messieurs, fidèles amis de Wikeko, bonjour. De belles perspectives se profilent à l'horizon dans le secteur énergétique au Bénin. Pour la fourniture de gaz naturel, le Bénin conclut un accord cadre avec le groupe Total, 51 milliards de francs CFA pour garantir le gaz dans les centrales électriques. L'information est relayée dans les médias. La Nation titre à la une de sa parution du jeudi 25 juillet 2019, renforcement du système énergétique béninois. Une cagnotte de 91 milliards de francs CFA mobilisés. Le journal du service public précise qu'en plus de cet accord, 40 autres milliards ont été mobilisés pour l'extension du réseau électrique au Bénin. De l'électricité aux hydrocarbures, la Nation nous informe à la page 3 de la même parution que le gouvernement projette construire un système de transport des hydrocarbures reliant le Bénin et le Niger, dont l'exploitation sera assurée par les 2 pays. Ce projet d'envergure nécessite un financement d'environ 2000 milliards de francs CFA que les 2 parties sont déterminées à le réaliser. Reddition de comptes à la CCIB, des missions d'audit diligentées révèlent des irrégularités financières. De 2003 à 2019, la gestion à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin n'est pas des plus reluisantes. Fraternité donne à lire à la une de sa publication du jeudi 25 juillet 2019. Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Un scandale financier de 7,9 milliards rattrape les ex-élus consulaires. 4,7 milliards de francs CFA sont décaissés pour des marchés irrégulièrement passés, 2 milliards de francs CFA pour des avantages illégaux ou indûment payés aux élus et aux agents de la structure consulaire et 1,2 milliard de francs CFA de dépenses compromises dans les placements financiers. C'est ce que renseigne le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 24 juillet 2019.
Gestion des entreprises publiques. Le gouvernement confie la gestion de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, à un opérateur privé. Fraternité relaie l'information. Améliorer les performances. Telle est l'option du gouvernement pour une gestion efficiente et efficace à la Société nationale des eaux du Bénin durant les 4 prochaines années. L'Association interprofessionnelle du coton, AIC, veut atteindre 800 000 tonnes de coton pour la campagne 2019-2020. La Nation a publié l'information dans sa parution du mercredi 24 juillet 2019. Un défi que compte relever l'AIC. Fin de la revue de l'actualité économique. À dimanche prochain. À dimanche prochain, Patrick Adjaboujou. Dans quelques instants, va s'installer le plateau de décryptage et nous débattrons, comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, de ces résultats de fin d'année. C'est tout de suite. Et mes invités sont déjà sur ce plateau avec plaisir. Je vous présente Roland Tchanka. Bonjour. Bonjour. La pleine forme? Tout à fait. Merci. Vous êtes journaliste au service de l'information de la Radio Nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moussa Diarra Soumanou, ou bien c'est Diarra Moussa Soumanou? Exactement, mais les deux, enfin, on se retrouve. Bonjour. Bonjour, Roch. La pleine forme? La pleine forme, bien sûr. Vous êtes aussi journaliste. Tout à fait. Mais vous êtes beaucoup plus freelance maintenant. Oui, indépendant. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et mesdames et messieurs, avant de commencer, je vais vous inviter d'abord à cette petite comparaison des résultats des examens de fin d'année entre 2018 et 2019, avec la complicité bien sûr de la réalisation et de l'infographie. Nous allons vous informer que de 64,44% en 2018, on est passé à 84,18% en 2019 pour le CEP. Et pour le BEPC, en 2018, le taux de réussite était de 28,63% contre 56,72% en 2019. Pour le baccalauréat, il est passé de 33,43% à 50,10%. Voilà, ce sont ces taux, des taux que d'aucuns apprécient de taux records, alors qu'on était habitué ces dernières années à une chute considérable de ces résultats. On vient d'assister en 2019 à un renversement de la tendance. Alors dites-nous, Moussa Diarra, vous qui avez été par le passé chef cellule communication au ministère de l'enseignement secondaire, alors comment appréciez-vous ces résultats cette année? Non, je pense que nous sommes unanimes pour reconnaître qu'aujourd'hui, les taux de réussite au niveau des examens nationaux ont vraiment évolué et ont vraiment progressé. C'est tout heureux. Les parents en sont heureux, les apprenants également, sans oublier, disons, les administrations, c'est-à-dire les administratifs au niveau de tous les établissements. On peut dire que c'est le fruit des résultats conjugués de tous ces acteurs du système éducatif et également de quelques mesures que le gouvernement a eu à prendre, d'accord, pour vraiment stimuler ces résultats que nous constatons aujourd'hui. Tout à fait. Et il faut dire, en termes de mesures prises par le gouvernement, c'est le fait qu'il n'y ait plus de grève. Vraiment, même si je déplore un peu la mesure, mais il faut reconnaître que les résultats sont là. Nous ne pouvons que saluer ces résultats. Et vous les attribuez au fait qu'on a supprimé la grève? Bien sûr, d'abord. Alors, je ne sais pas si Roland Tchanka est du même avis que vous. C'est vrai que pour apprécier ces résultats de fin d'année, surtout en cette année 2019, beaucoup, comme le disait tout à l'heure, Diarra évoque la suppression de la grève. Est-ce que vous pensez que c'est le facteur fondamental qui a donné ces résultats? Oui, c'est une condition nécessaire. Une année apaisée permet d'avoir de bons résultats. Mais ce n'est pas a priori. Parce qu'il y a eu des années où il n'y a pas eu de grève, oui, et on a eu de mauvais résultats. Tout à fait. En consultant les statistiques, on peut vérifier.
Mais je disais, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Déjà, les résultats en 2016, au CEP, je crois à 39,26%, de mauvais résultats en soi, avaient déjà donné le ton de la réforme qui est en cours dans le secteur éducatif aujourd'hui. Je crois à l'époque que le ministre de l'enseignement maternel et primaire avait dit son intention de décharger de façon systématique tous les directeurs d'école primaires, publics, qui n'obtiendraient pas des résultats satisfaisants eh bien, au terme donc, de la formation des enfants. Et cela a été fait? Cela a été fait. Oui. En 2017, les cantines scolaires ont été introduites. Et deux problèmes majeurs ont été réglés, à savoir le taux, le maintien des enfants. Sinon le taux d'absentéisme à l'école et le décrochage. Ces deux phénomènes ont été vraiment ralentis. Il faut dire également qu'au niveau du secondaire, l'année qui s'achève a été une année de toutes les attentions. Je crois le ministre Maouyon Kakbo l'avait dit pendant la délibération du bac, il y a eu plusieurs actions phares, notamment l'organisation d'examens blancs au niveau national et au niveau sous-régional, au niveau de l'UEMOA. Et même au niveau départemental. Et au niveau départemental. Cela a permis d'évaluer de façon périodique les candidats. Il y a eu également à ce niveau-là le déploiement des inspecteurs, un déploiement plus important, j'allais dire, des inspecteurs, des conseillers pédagogiques, des contrôleurs au niveau des écoles, des collèges, de sorte que les programmes ont été achevés à bonne date. Et l'autre chose qu'il faut ajouter, vous savez, c'est sous l'ancien ministre de l'enseignement secondaire, Lucien Kokou, que la décision a été prise. Pour passer en classe de seconde, il faut forcément avoir le BPC et il faut avoir la moyenne de classe pour aller en seconde. Avant, vous avez la moyenne de classe sans le BEPC, vous pouvez continuer. Et des fois, des gens n'ont pas le BEPC, vont jusqu'en classe de terminale. Tout à fait, tout à fait. Et ont le bac sans le BEPC. Tout à fait. C'était une décision salutaire et le directeur de l'office du bac a saisi la balle au bon et a étendu la réforme à tous les candidats libres. C'est-à-dire que lorsque vous êtes candidat, même candidat libre à l'examen du baccalauréat, si vous n'avez pas le relevé du BPC, votre dossier, c'est-à-dire vous êtes forclos. Et donc, c'était une... Et vous allez constater, on a vu ce tri a permis ne serait-ce que entre 2018 et 2019 de réduire considérablement l'effectif des candidats de ceux qui vont au bac. Et qui viennent grossir, qui venaient grossir l'effectif et qui ne permettaient pas d'évaluer réellement. Le taux d'échec. Donc voilà un peu globalement ce qu'on peut dire. Oui. Et pour ajouter donc cette année apaisée, naturellement, qui est venue donc la cerise sur le gâteau, le gouvernement et les responsables syndicaux ont trouvé le bon angle pour permettre donc aux apprenants d'aller tranquillement à l'école. Tout à fait. Nous espérons vraiment que cela puisse continuer comme ça. Roland a cité tout à l'heure toute une batterie de réformes qui ont été mises en place pour que nous atteignions ce résultat. Vous avez déjà commencé à en parler. Vous citiez tout à l'heure la grève comme une mesure phare parce qu'une année apaisée est forcément un signe de bons résultats à l'horizon. Alors, est-ce qu'on a aujourd'hui l'impression que le virus qui gangrénait le système éducatif a été aujourd'hui circoncis, localisé et diagnostiqué? Non, je pense que ces virus sont de plusieurs ordres. Et ça a déjà commencé, les mesures d'accord qui devraient permettre de circonscrire donc ces faibles taux-là ont été déjà identifiés. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'au nombre de ces mesures phares, outre la grève que j'ai citée tantôt, il y a également le fait d'avoir d'abord le BEPC, comme on l'a précisé, d'avoir le BEPC avant de passer en classe de seconde. Il faut nécessairement avoir le BEPC et avoir également la moyenne de classe. Et également, comme Roland l'a dit tout à l'heure, il faut également
avoir le BEPC avant de passer le baccalauréat. C'est nécessaire parce que, en fait, on avait constaté que des candidats se présentaient à l'examen du baccalauréat sans avoir le niveau. Voilà, tout à fait. Voyez-vous? Vous faites bien d'en parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de résultats vraiment satisfaisants. Donc, on parle de résultats politiques aussi. C'est leur droit. Ils sont libres d'apprécier comme ils veulent. Mais lorsque vous voyez certains enfants qui ont le BEPC et parfois qui ont le bac, lorsqu'on va faire des reportages au niveau, lors des séances qui difficilement, orales, qui difficilement arrivent à allier une phrase correcte, que ce soit à l'écrit comme à l'oral, est-ce qu'on peut dire vraiment que les enfants ont le niveau réel aujourd'hui et qui reflète également ce résultat, cet taux que nous avons? Non, mais aujourd'hui, ils ont commencé par avoir le niveau. Parce que, voyez-vous, lorsque vous échouez une fois, et il est interdit aujourd'hui d'échouer 2 fois. Lorsque vous redoublez, enfin, pour la seconde fois, on vous renvoie. Tout à fait. Voyez-vous? Donc, l'apprenant même mais c'était un système en vigueur depuis. Oui, c'était en vigueur depuis, mais ça a été renforcé. Par exemple, dans disons, la même circonscription, il vous est difficile d'être accepté. Donc, du coup, vous, en tant qu'apprenant, vous devez vous prendre au sérieux. Et on avait remarqué cette tendance-là à trop de divertissement au niveau de nos collèges et établissements publics. Aujourd'hui, on ne le constate pas. Par exemple, les journées culturelles et autres, on a essayé de confiner les enfants dans un système où ils doivent apprendre, d'accord, et le divertissement peut venir après. Donc, du coup, ces mesures ne peuvent que porter leurs fruits et c'est ce qu'on constate. Voilà, c'est vrai que pour avoir de ces résultats vraiment appréciables, les enseignants ont dû jouer également leur part. On dit souvent qu'il n'y a pas de mauvais apprenants s'il n'y a pas un mauvais enseignant. Est-ce que les enseignants aussi ont été motivés pour accompagner justement l'atteinte de cet objectif? Avant de répondre à cette préoccupation, je voudrais rebondir sur ce que oui, mais très rapidement, dit, parce que nous avons encore d'autres préoccupations. Oui, la dictée a été introduite cette année au CEP. Dans quelques années, nous allons constater que le niveau des apprenants va être relevé de façon considérable. Donc, c'est une décision majeure. Alors, pour en venir à votre question, les enseignants, vous savez, quand vous examinez leur plateforme revendicative, ils ne sont jamais totalement satisfaits. Mais je crois que cette année, ils ont fait le sacrifice. Le gouvernement a essayé de satisfaire un peu leurs attentes et ils ont accepté d'aller au travail. Parfois dans des conditions déplorables. Espérons donc, que ces conditions soient améliorées. Tout à fait. Alors, vous savez, c'est beau, hein, ces résultats que nous avons vus tout à l'heure. Félicitations à tous ceux qui ont contribué. À tous les acteurs. À tous les acteurs, oui. Mais principalement par rapport aux candidats, aux nouveaux bacheliers, les nouveaux étudiants. Vous savez que nos universités publiques étaient déjà remplies d'étudiants. Avec ce taux record de 50,10%, l'effectif sera davantage pléthorique dans les universités. Comment peut-on gérer justement cet effectif? Oui, vous faites bien de souligner la question. L'État même est conscient de ce que aujourd'hui il y a cet effectif qui vient à l'université et qui ne pourra pas être bien pris en charge. Et c'est pour cela que le gouvernement a entrepris d'encourager déjà ceux qui ont de bonnes performances, ceux qui ont des performances meilleures. Et je crois que cela va susciter... Ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Oui, c'est ça. Cela va susciter une émulation. C'est-à-dire qu'il faut permettre à tout le monde, à tous les apprenants, d'arriver au niveau où ils n'auront qu'à présenter leurs bonnes performances pour que l'État les soutienne, les accompagne. Mais c'est un processus. Aujourd'hui, on est en face d'un effectif immense à gérer à l'université. Oui, justement, et c'est pour ça que les programmes de bourse sont en train d'être intensifiés. L'État a négocié davantage de bourses pour permettre à ceux-là qui sont en train d'arriver donc de pouvoir postuler pour bénéficier de ces bourses. Je ne partage pas l'avis de Roland parce que, voyez-vous, ceux qui ont... les mentions aujourd'hui,
à peine, ils n'atteignent pas 1000. Mais lorsque vous n'avez pas de mention, vous ne pouvez même pas accéder dans les écoles. Voilà, c'est compliqué. Nous parlons ici de plus de 50 000, d'accord, bacheliers aujourd'hui, d'accord, ceux qui sont admis. Voyez-vous, c'est énorme. Il faut que les universités publiques puissent être capables de les accueillir. Parce que ce n'est pas seulement lorsque vous avez la mention que vous avez la capacité ou la possibilité de vous inscrire dans une université. Lorsque vous êtes déjà admis, déclaré admis, d'accord, vous pouvez normalement vous inscrire. Ouais. Mais qu'est-ce qui est fait pour accueillir tous ces enfants? C'est la grande question. Vous pouvez même avoir la mention et aujourd'hui ne pas pouvoir faire une école. Tout à fait. Et du coup, les facultés vont bonder d'étudiants. Alors, comment gérer cela? Est-ce qu'il faut l'enseignant en face de cet effectif pléthorique? Pourra-t-il réellement donner l'enseignement conséquent, évaluer comme cela se doit ces enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces enfants qu'on envoie à l'université aujourd'hui ne constituent pas des bombes à retardement? Non, quoi qu'on dise, aujourd'hui, il faut reconnaître que les centres universitaires qui avaient été créés entre-temps montrent déjà leur importance et leur utilité. Parce que je ne vois pas l'université d'Abomey-Calavi ou l'université de Parakou réussir à juguler ou à accueillir vraiment tous ces candidats admis. Ça va être très difficile. Donc, il faut que le gouvernement essaie vraiment de réactiver ces centres universitaires-là, quitte à contenir les admis dans leur zone ou dans leur localité. Ça va vraiment permettre de leur attribuer ou de leur donner vraiment une bonne formation. Tout à fait. Et pour donner une bonne formation à ces jeunes étudiants, comment faut-il procéder selon vous? Il parlait déjà de la réouverture de ces centres universitaires qui ont été entre-temps fermés de façon peut-être provisoire. Le temps, c'est peut-être le moment de les rouvrir. Alors, quel type de formation faut-il donner justement à ces étudiants pour qu'ils ne soient plus des candidats au chômage? Il faut une formation professionnelle, tout court. Il faut une formation professionnelle qui vous prédispose à l'auto-emploi. Mais à l'université, il y a beaucoup plus de formations classiques. Tout à fait. On forme à l'administration. Justement, c'est là où le bas blesse. C'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Il faut attaquer le mal à la racine. Et c'est pour cela que l'État encourage aujourd'hui les apprenants à aller beaucoup plus vers les formations professionnelles, avec les encouragements que nous avons au niveau des séries scientifiques, et même quand vous prenez les demandes de bourse que l'État fait, c'est orienté vers ce secteur-là. Donc, il faut que davantage les apprenants soient encouragés à aller dans les filières techniques, professionnelles. Et le problème, je crois, d'ici 10, 15, 20 ans, on va commencer par avoir le potentiel. Aujourd'hui, on remarque plus les formations professionnelles au niveau du secondaire. Voyez-vous, au supérieur, je pense que c'est même très rare. Vous allez même à la faculté des sciences agronomiques, d'accord? Il va être difficile à un enfant qui a la licence, par exemple, de la FSA, de mieux se comporter sur le marché de l'emploi qu'un enfant qui est sorti du lycée agricole Mehdi de Sékou. Voyez-vous, c'est en cela que je pense que vraiment il faut une redynamisation. Bon, c'est votre appréciation, oui, bien sûr. Parce qu'eux aussi, ils disent qu'ils reçoivent une formation professionnelle. Oui, et parfois, ce sont des gens qui ont fait le lycée agricole Mehdi de Sékou qui vont aussi à la FSA. C'est vrai, il faut reconnaître que c'est un niveau moins élevé que l'université. Mais en termes de pratique sur le terrain, les enfants, ils sont toujours dans les champs. Mais aujourd'hui, à l'université, est-ce qu'il est possible d'orienter les jeunes bacheliers, les jeunes étudiants vers des formations professionnelles qui ne seront pas trop onéreuses? Parce que quand on parle de formation professionnelle, vous savez, cela nécessite beaucoup d'argent. Ça a un coût, bien sûr. Parce que le matériel déjà qu'on utilise, d'accord, pour acquérir ces connaissances-là coûte cher, voyez-vous. Et les universités privées n'ont pas ces moyens-là. C'est l'État qui détient ces moyens. Heureusement qu'il y en a qui sont là pour absorber ces effectifs, ceux dont les parents sont nantis. Alors, nous allons faire rapidement un petit dernier tour de table en 30 secondes. Alors, que faut-il faire aujourd'hui pour que ces étudiants ne se retrouvent pas dans la rue plus tard, qu'ils ne regrettent pas d'avoir eu leur bac? Oui, l'État a beaucoup à faire. C'est son rôle régalien de donner
l'emploi. Mais aujourd'hui, il ne le fait pas. Il propose plutôt que les apprenants s'orientent eux-mêmes vers les formations techniques et professionnelles. Alors, c'est un appel qui est lancé aux parents. Tout à fait. Moi, j'encourage mes enfants à faire des séries scientifiques. Donc, chaque parent, déjà, doit permettre à son enfant de comprendre que demain, s'il s'engage sur ce chemin-là, eh bien, des chances qu'ils réussissent demain à trouver un emploi sont beaucoup plus... Merci beaucoup, c'est votre point de vue. Hein? C'est vrai que c'est ce que souhaitent beaucoup de parents, mais quand on fait aussi les séries littéraires, vous avez aussi votre place sur le marché de l'emploi également. Non, moi, je pense qu'il faut professionnaliser, d'accord, les enseignements supérieurs, d'accord. Les professionnaliser, c'est essayer... il faut que le gouvernement essaie vraiment de dispatcher un peu le flux, d'accord, des candidats admis au bac. C'est très important parce que nous prenons par exemple, en 30 secondes, le cas de la Chine. Lorsque vous êtes admis au baccalauréat, on vous classe, que vous le voulez ou pas, on vous classe dans des universités professionnelles. Et c'est à vous de mieux vous orienter, franchement. Et c'est le rôle du gouvernement. Merci, c'est le rôle du gouvernement. Merci à vous, chers confrères. C'était très intéressant. Le débat se poursuit de l'autre côté, hein, chez vous. Eh bien, nous aurons d'autres plateaux pour l'approfondir, mesdames et messieurs. Nous allons tout de suite enchaîner avec le dossier de la semaine. Et comme je vous l'annonçais aussi à l'introduction, nous allons parler justement de ces carburants toxiques qui sont également servis à la pompe. La décision elle est entrée en vigueur depuis le 15 juillet dernier. Il ne sera plus possible pour le Bénin d'importer du carburant toxique servi aux usagers à la pompe dans les stations-service. Une bonne nouvelle qu'apprécient diversement les usagers de ces stations à qui Patrick Adjagodjou a tendu son micro. Écoutons-les. Juste après, nous allons recevoir Clément Cotan. L'essence n'est pas importée comme on importe le riz. Le gasoil n'est pas importé comme on doit importer par exemple la farine de blé. C'est des produits qui requièrent des normes spécifiques dans leur manipulation, dans leur utilisation. La norme dans les pays occidentaux est de 10 particules par million de soufre dans le carburant. Or, chez nous ici, du moins le carburant qu'on nous envoie, il y en a même qui vont jusqu'à 1500 particules par million de soufre dans le carburant. Et il se trouve que la plupart de ces produits qui sont exportés vers l'Afrique, précisément au Bénin, la réglementation n'est pas respectée. C'est des produits qui présentent des forts taux de toxicité. Et je dois vous avouer que cette mesure salutaire pour non seulement l'environnement, mais sur la personne humaine que le gouvernement vient de prendre, nous devons tous nous en réjouir. Si nous sommes conscients de notre santé, nous devons applaudir. On n'a pas besoin d'aller sensibiliser pour ça. Et je me demande pourquoi les autres gouvernements ont autorisé des carburants de qualité douteuse jusque-là. Donc on nous envoyait tous à l'abattoir. Sans une population saine, il n'y a pas d'économie. Pour une économie bien, une économie prospère, nous avons besoin d'une population en état de santé. Et c'est dans ce sens que je salue la prise de cette mesure. C'est une mesure, je dirais, de nettoyage, de salubrité publique. Et nous devons, n'est-ce pas, nous réjouir et surtout veiller à ce que cela soit appliqué. Parce que c'est ça le plus important. Est-ce que le gouvernement a suffisamment de moyens régaliens pour conduire cette politique, cette décision? La question est là. Le contrôle va se faire, mais il y a les voies détournées qui font entrer des produits dans le pays. Donc, j'invite la vigilance de la douane, mais j'invite aussi la population à la vigilance pour que nous assainissions un peu l'environnement de notre pays. Le CNCB, le défenseur des chargeurs, mais les chargeurs qui respectent les normes établies. Et dès lors que tout le monde sait très bien qu'en matière d'importation de ces produits, cela requiert des normes. Lorsqu'ils respectent les normes, cela va sans dire qu'il n'y aura pas d'obstacle. Et le CNCB est là pour les appuyer.
Et voilà. Nous avons sur ce plateau notre invité Clément Cotton, environnementaliste et président de l'unité de protection de l'environnement. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. La pleine forme? Oui, comme d'habitude. D'accord. Vous avez été un acteur clé dans la prise de décision, de cette décision qui interdit désormais l'importation du carburant toxique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ulvaeus Balogun, bonjour à vous aussi. Bonjour, Kakoïne. On croyait que le carburant toxique n'était qu'aux abords des voies, mais on se rend compte que du carburant toxique nous est servi à la pompe. Absolument, absolument. Et le gouvernement dit non, ça va maintenant et siffle la fin de la récréation. Et oui, la fin de la récréation a été sifflée depuis le 15 juillet dernier où le Bénin a décidé de ne plus accepter sur son territoire le gasoil toxique ou l'essence toxique. En gros, du carburant toxique à la santé. Mais avant, j'aimerais bien demander à notre invité Clément Cotton ce qu'on peut comprendre par carburant toxique. Ouais. Merci, monsieur le journaliste. Permettez-moi quand même de dire un petit bonjour à nos téléspectateurs qui aiment bien vous écouter, qui aiment bien écouter la chaîne nationale. Ce que je vais vous dire tout simplement, vous savez, dans un carburant, il y a des particules et qui sont la plupart des temps nocifs. Dans le cas de figure, ce qui rend le carburant que nous utilisons toxique, c'est le taux de soufre qui y est. Entre-temps, c'était le plomb, maintenant, ce n'est plus le plomb. Le plomb, on a essayé de toiletter, ça a pris la route, mais aujourd'hui, c'est le taux de soufre. Vous vous rendez compte, pour vous dire très rapidement, avant de venir à l'historique du dossier, vous vous rendez compte qu'en Europe et dans la plupart des pays du monde entier, le taux de soufre dans le carburant est de 10 ppm. Je vous dis 10. 10 particules par million. Par million. Oui. Tout simplement. Et justement, il y a cette ONG suisse qui a la base de cette révélation. C'est pourquoi je dis, avant de rentrer dans l'historique du débat, il faut déjà montrer que dans les pays du Nord, ils sont à 10 ppm. Et en Afrique, ça part de 2000 à 10 000 ppm. Alors, mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Non, ce qui explique cela, tout simplement, il faut vous dire que c'est la fragilité des tests. La fragilité des tests. Nous n'avons pas de tests adaptés. Est-ce que c'est seulement les tests? Vous savez, c'est du carburant qu'on importe d'Europe, donc c'est des carburants qui viennent au niveau des stations par des voies officielles. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas de moyens pour tester? Non. Je vous dis, vaut mieux de partir de la fragilité de vos tests en Afrique. Parce que pour faire rentrer du carburant dans un pays, vous devez connaître la qualité. Vous avez dit qu'il y a des structures pour tester. Vous avez par exemple au Bénin la direction générale de l'hydrocarbure, la direction générale de la météorologie, comment on appelle, les importateurs de carburant aussi qui ont leur laboratoire. Donc, tout cet arsenal-là existe. Mais si le test qui réglemente, parce que le test qui réglementait l'entrée d'hydrocarbures en République de Bénin était à 3500 ppm. Et c'est pareil. Vous allez dans les pays de la CEDEAO, c'est pareil. Donc jusqu'à ce niveau, les importateurs n'ont encore commis aucun crime. Non, vous n'avez pas dit qu'ils n'ont pas commis de crime. Oui, c'est pas parce que les tests les autorisent à importer justement cette qualité de carburant. Non, les tests les autorisent. OK. Mais il y a des conventions que nous avons ratifiées où quand vous savez, vous-même vous êtes convaincu que des tests sont fragiles et que ce que vous importez est nocif pour l'être humain et pour l'environnement, vous pouvez vous abstenir. Donc, il faut dire tout simplement que c'est la recherche de gains. Parce que chacun dans son rôle, vous êtes journaliste, d'autres sont businessmen, nous on est environnementaliste. Donc, chacun recherche. C'est-à-dire que chacun cherche à tirer la couverture de son côté. Tant pis pour les autres. Il paraît que ce carburant est spécialement destiné à l'Afrique. C'est là où on va en venir maintenant. Que s'est-il réellement passé? On est dans ce débat. Allez-y. Et c'est là où nous allons partir. C'était vers les années 2015, fin 2015, que l'ONG Suisse Publiae a investigué, a commencé dans l'investigation de 2013.
a rendu publique l'investigation en 2015. Ils auraient appris. Ils sont allés pour d'autres enquêtes qui portent atteinte à notre environnement, à la planète, pas spécialement au Bénin, pas du tout. Et ils ont appris au port de Rotterdam, où on embarque des cargaisons de carburant pour l'Afrique, qu'il y avait une zone où on embarquait du carburant africain. Du carburant africain. C'est pas un carburant africain, mais un carburant n'a pas de nationalité. Pourquoi africain? Et ils ont commencé l'investigation. Parce que c'était destiné à nos tests. Oui, c'est vrai. Bon, et ils ont dit, mais ils ont tout fait au port de Rotterdam, d'Amsterdam, d'Anvers. Ils n'ont pas pu avoir gain de cause. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont débarqué en Afrique. Tout simplement, ils sont allés en Angola, au Bénin, en Côte d'Ivoire, Congo-Brazza, Ghana, Mali, la Zambie et le Sénégal. Ils sont allés directement aux stations comme vous. Acheter de l'essence dans des bouteilles d'1 litre. Et ils l'ont embarqué en Europe. Et ils l'ont mis dans des laboratoires européens. Et c'est de là qu'ils ont compris que le taux de soufre dans ces carburants était très élevé. Très élevé. Et c'est la panique. Il dit, mais c'est pas possible, vous êtes en train d'intoxiquer la population africaine. Pourtant, ces stations s'approvisionnent au niveau des hydrocarbures. Mais au niveau des ports de Rotterdam. Oui. Et ces carburants sont embarqués soit à Rotterdam, soit à Anvers. C'est-à-dire... En fait, c'est un circuit légal. Tout à fait. Bon, ils ont dit, mais c'est impossible. Et c'est là où ils ont publié leurs recherches. Vous allez sur Google aujourd'hui, tout le monde peut aller sur Google. On a vu la publication. Mais quelque part, ce n'est pas pour remettre en cause la pertinence de cette étude. Vous savez, certains pays qui partagent leurs frontières avec le grand producteur nigérian de pétrole peuvent... On entend dire, je ne le certifie pas, qu'ils peuvent déverser justement ces carburants de pas très bonne qualité au niveau des stations-service. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut aussi justifier cette quantité assez élevée de particules retrouvées? Vous savez tout simplement ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, le carburant brut là, ça fait des étapes de traitement. Et les étapes ont leur valeur. Mais comme nos tests sont fragiles, on brûle des étapes. Parce qu'au niveau du soufre, il faut traiter pour amener le soufre à un niveau conséquent, très indiqué. La preuve est que chez eux, c'est à 10 ppm. Donc, on brûle cette étape-là et on se garde cet argent. Bon, on se fait des bénéfices. Donc, quand l'ONG a fait le travail, ils l'ont publié. Et la panique. Dans le monde entier, la panique a commencé. Et c'est de là qu'il faut remercier ici le Nigeria, pays frère et ami. Le ministre de l'Environnement du Nigeria, à l'époque, c'était une dame, a automatiquement suggéré une grande réunion à Abuja pour se pencher sur ce taux de soufre dans le carburant, dit carburant africain. Et justement, à cette occasion, les pays ont pris l'engagement. Mais il y a les pays, c'est-à-dire d'abord, il y a le programme des Nations Unies pour l'environnement qui a appuyé cette rencontre du 1er décembre 2016. Il y a la CEDEAO, il y a les raffineurs africains, il y a le Bénin, il y a le Togo, il y a le Ghana, il y a la Côte d'Ivoire qui était à cette réunion. Si vous permettez, M. Cotan, en revenant sur le cas du Bénin, aujourd'hui, on sait que le carburant toxique, ou plutôt les carburants toxiques, ne sont plus admis sur le territoire national. Alors, qu'est-ce qui est admis désormais? Comment cela va se mettre en place? C'est-à-dire il ne faut pas aussi prendre le Bénin comme si le Bénin s'est isolé. Il faut faire comprendre aux populations que c'est de la réunion d'Abuja qui a été arrêtée. Mais ce que je ne comprends pas, M. Cotan, à cette réunion d'Abuja, on sait qu'en Europe, le taux de particules ne dépasse pas 10 ppm. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO, ils ont retenu, ils ont dit désormais le taux de soufre dans l'essence doit être à 150 ppm au niveau de l'essence et à 50 ppm au niveau du gasoil. Mais est-ce qu'on ne se vend pas moins cher nous-mêmes? Non.
monsieur le journaliste, dans des dossiers sensibles, il faut avoir des approches bien balisées. Les normes que vous venez de citer, c'est à Abuja que tous ceux qui étaient là ont suggéré ces normes. Et comment ils ont trouvé ces normes? Ils se sont basés sur une étude datant de 2009 de la Banque mondiale qui disait que si les pays de l'Afrique de l'Ouest pouvaient mettre 150 ppm de taux de soufre dans l'essence et 50 ppm de taux de soufre dans le gasoil, ils auraient économisé $1 milliard par an en matière des conséquences néfastes du soufre dans l'essence et dans le gasoil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il fallait trouver une base juridique pour les normes à définir désormais. Une base qui a pu faire l'objet d'une étude critique et qui a pu, c'est-à-dire, analyser les tenants et les aboutissants de ces normes. Et c'est de là que ça a été décidé. Et quand la délégation béninoise est rentrée, comme toutes les autres délégations des autres pays, la délégation a rendu compte en Conseil des ministres. Cette décision devait même commencer depuis 2017. Mais c'est les démarches administratives qui ont fait qu'on en est arrivé là et que l'arrêté a été pris et qui est rentré en vigueur le 15 juillet 2019. Alors, si vous permettez, on n'a plus assez de temps, mais le Bénin doit faire quoi pour s'assurer que le carburant qui rentre sur son territoire est un carburant qui respecte les normes désormais en vigueur? Mais écoutez, quand vous voyez le relevé du Conseil des ministres du 30 août 2017, il a été dit clairement deux choses capitales importantes. Allez-y très rapidement. 1. Créer un mécanisme de contrôle pour les carburants qui vont rentrer désormais dans notre pays. Est-ce que c'est malgré ça doit être déjà créé. Bon. Deuxième chose, sensibiliser beaucoup la population sur l'intérêt d'en arriver là. Et c'est ça que vous êtes en train de faire. Il faut en parler. Il faut en... Bon, vous avez vu votre reportage. Les gens se sont exprimés. Tout à fait. On sent l'utilité et l'importance de l'événement, de la situation aujourd'hui. Donc, moi, je crois qu'au niveau de cette situation de contrôle, ça va être fait. Et faites attention, ça a pris. Vous allez au port maintenant, vous ne voyez plus aucun professionnel d'hydrocarbures commander des cargaisons qui ne sont pas dans les normes. C'est impossible, c'est hyper impossible. Au-delà, ne faut-il pas une législation également en la matière? Les députés sont appelés quand même à légiférer. Tout à fait. Non, vous savez, pour l'instant, l'urgence était d'en arriver là. Mais le débat va évoluer. On ne va pas s'arrêter, on ne va pas aller dormir sur nos lauriers, sur l'arrêté interministériel. C'est impossible. Le débat va évoluer. Et le paillon dont vous êtes en train de parler va se faire inviter à ce débat. Et la décision là, comme c'est une décision régionale, c'est-à-dire ce que le Bénin a fait, c'est une décision prise à Abuja. Donc il faut que les autres pays, le Nigeria, le Togo, la Côte d'Ivoire, tous les autres pays prennent la même décision pour que, en tant que notre port ne soit pas vidé à leur profit. Donc c'est pour vous dire que le dynamisme dans lequel le gouvernement est suffisamment clair, on finira par voir le bout du tunnel, mais à une seule condition. Que nous nous engageons tous pour le combat. C'est très important. Ça, il ne faut pas croire que le combat des environnementalistes. De absolument. Merci à vous, Clément Cotan, environnementaliste et président de l'unité de protection de l'environnement. Ulvaeus Balogun. Merci, Roch. Merci. On prend le rendez-vous du dimanche prochain. Absolument, on prend le rendez-vous du dimanche prochain. Merci de m'avoir accompagné, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Wikeko Stop est fait. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Vous pourrez suivre cette émission en nouvelle diffusion lundi à partir de 11h. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.